T'es toujours là pour m'embêter, hein. Merci. Les données, je vais parler là pas très longtemps, mais quand même, si vous voulez savoir plus sur ce sujet, il y a eu une exposition à la Cité des Sciences dans laquelle j'étais impliqué, et on a écrit, à l'occasion de cette exposition, on a écrit un livre avec Valérie Peugeot d'Orange qui s'appelle Teradata, dans lequel on regarde c'est comme un dédoublement de personnalité quand on parle de données. D'un côté, on a toutes les promesses, tout ce qu'on fait de bien avec, le big data, les données d'apprentissage, etc. Et puis de l'autre côté, on regarde toutes les angoisses, le big data, les données d'apprentissage, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de regarder dans ce bouquin. Alors les données personnelles, tout le monde sait ce que c'est, mais on a mis quand même un certain temps à articuler une définition. Là, j'ai mis la définition de l'Union européenne. Je vous laisse la lire. Vous pourrez la lire probablement plus vite que ce que je pourrais vous la lire. Ce qui est important là-dedans, c'est que c'est une donnée qui permet de vous identifier et donc d'apprendre quelque chose sur vous. Donc, l'exemple typique, c'est même si c'est anonymisé, mais si vous avez vos déplacements en géolocalisation, on va arriver à retrouver que c'est vous parce que vous allez avoir on va repérer où vous habitez, on va repérer où vous travaillez, on va repérer l'école de vos gosses, des machins comme ça. Donc c'est quand même très général, les données personnelles. Tout ce qui permet d'obtenir de l'information sur vous, et quand on connaît toutes les puissances de calcul, obtenir de l'information, c'est de plus en plus facile. Alors, il y a une mauvaise idée sur les données personnelles, c'est la propriété. Alors ça, tous les régulièrement, il y a un petit malin qui se réveille en disant « Ah, j'ai trouvé une solution du problème des GAFA. On va dire que les données personnelles vous appartiennent et puis que vous en êtes propriétaire et que vous pouvez les vendre aux GAFA. » Alors ça ne marche jamais. Il y a déjà des gens qui ont essayé. La valeur de chacune de ces données individuellement, c'est rien. Hein, mais c'est collectivement qu'elles prennent beaucoup de valeur. Donc les GAFA ne sont pas d'accord pour vous payer vos données, ou s'ils le feraient, ce serait pour des sommes ridicules. Et puis surtout, je pense que ce qui est le plus important, c'est quand vous essayez de vous dire à qui ça appartient. Je veux dire, une donnée personnelle qui permet de vous identifier, ça je comprends bien. Mais une donnée qui appartient à quelqu'un, là je ne comprends plus. Si je prends un post sur Facebook, si je prends une photo et je la poste sur Facebook, c'est mon Facebook, donc la photo m'appartient. Mais oui, mais si c'est Colin qui a pris la photo, est-ce que la photo lui appartient un petit peu aussi? Et si c'est une photo de Pierre, est-ce qu'elle appartient aussi un peu à Pierre? Et si y a quelqu'un qui a tagué Congrès de la CIF, est-ce que ça appartient aussi au Congrès de la CIF? Les gens qui la regardent, enfin, les gens qui la poussent, qui la remettent quelque part, ça n'a aucun sens. Et puis vous allez, amusez-vous, essayez de trouver une donnée qui soit complètement personnelle, qui ne soit pas du tout sociale. C'est compliqué, hein, parce que évidemment, on est des êtres sociaux et toutes nos données impliquent des gens, à commencer par l'ADN. Alors, une fois que j'ai dit ça, surtout avec le titre « Ouvrez la cage de données », vous pouvez avoir peur. D'accord ? C'était que de la provoque pour vous réveiller. Je suis évidemment persuadé qu'il faille protéger ces données. Et en Europe, on est particulièrement bien protégé avec le RGPD maintenant. Ce n'est pas la fin du monde, on peut faire mieux. On a la CNIL, on est quand même mieux que dans beaucoup de pays. Et c'est bien. Et puis voilà, là j'ai mis quelque chose qui dit qu'on a le droit à cette protection. Ce qui est assez original dans le monde. Hein. Cette protection des données, c'est quand même quelque chose qui est assez européen, mais qui commence petit à petit à contaminer. Hein. J'étais au Japon la semaine dernière. Le Japon regarde de très près le règlement européen. Il y a des pays d'Amérique du Sud qui l'ont adopté. Ça commence à contaminer. Alors, on a cette loi, le RGPD. Il y a des mouvements citoyens comme Mes Infos. Il y a des technos pour contrôler ces données personnelles comme les PIMS, dont Tristan pourrait vous parler mieux que moi. Tout ça, c'est très bien. C'est très bien, mais il faut peut-être à un moment donné se dire qu'il y a d'autres droits que le droit de la protection des données personnelles. Il faut relativiser ça. Le droit, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas qu'un seul droit. Et donc, en ce moment, il y a peut-être une espèce de tendance à mettre le droit des données personnelles au-dessus de tout. Je pense que c'est probablement critiquable. C'est important. Je veux dire, je n'ai pas envie que
tout le monde sache, même si j'ai rien à cacher, que tout le monde sache ce que je fais. J'ai pas envie que mes élèves me voient par exemple en train de fumer une cigarette illicite à une partie avec des potes. Tout ça c'est normal, mais c'est quand même pas la fin du monde, il y a des choses peut-être aussi importantes au moins. Alors il y a un mouvement qui alors je ne vais pas dire qui naît parce que ça a déjà quand même quelques années, et puis il y a des gens dans cette salle qui ont pas mal milité pour, c'est d'ouvrir les données. Alors c'est quoi ? C'est l'idée que, notamment quand il y a des données qui sont publiques ou qui ont été financées par le public ou qui ont été produites par des personnes chargées d'une mission de service public, ces données-là, que d'une certaine façon la collectivité a déjà payées, ce serait quand même un peu gonflant de refaire payer la collectivité pour ces mêmes données. D'accord ? Bon, alors il y a pas mal de scientifiques ici, c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous écrivez des articles de recherche, vous êtes payé par l'État dans la plupart des cas où, même si vous n'êtes pas payé par l'État, vous remplissez une mission de service public qui est l'enseignement. Vous écrivez des papiers dans le cadre de cette mission, vous écrivez des articles, vous reviewez les articles de vos copains, tout ça c'est bien, puis ça va chez un éditeur qui vous le fait payer. L'État paye plusieurs fois la même chose. Donc il y a vraiment un mouvement de fond. On voit les choses progresser quand même très rapidement. Il y a de plus en plus de scientifiques qui systématiquement mettent leurs données. Alors ça va plus ou moins vite sur les disciplines. Les matheux étaient quand même pas mal en avance. Les informaticiens ont bien emboîté le pas. Maintenant, la plupart des informaticiens, en tout cas en France, publient leurs données sur HAL, par exemple. Dans les sciences humaines et sociales, où les rapports avec les éditeurs sont plus compliqués, ça traîne un peu. Mais l'idée, c'est de mettre en accès ouvert tous les articles de recherche, ce qui paraît quand même le minimum. Et puis de plus en plus, c'est déjà le cas dans certains pays, la France est un peu reculée là-dessus, mais il était question de le faire en France, mais ça n'est pas passé, mais c'est le cas en Angleterre. L'accès ne se limite pas au texte, mais se limite aussi aux données s'étend aussi aux données de recherche. Quand vous récupérez des données dans le cadre de votre recherche subventionnées par l'État, ces données peuvent être utiles à toute la collectivité. Alors ça, c'est clair. J'allais dire, ça met du temps à s'installer, mais bon, ça quand même, c'est du bon sens. L'État a raqué, la collectivité doit en bénéficier. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Il y a une notion qui a émergé depuis quelques années, qui est la notion de données d'intérêt général. Alors, le principe est aussi simple. Si des données, alors qu'elles soient publiques ou privées, et là on est sorti du cadre public, sont utiles à tous, personne n'a le droit de se les accaparer. Alors là, on est déjà dans une zone un petit peu plus tendue, parce que là, on est en conflit avec le droit de propriété. Donc, dans des pays hyper libéraux, on vous dira « Ah ben non, la boîte machin, c'est ses données, c'est elle qui les a produites, personne n'a le droit d'y toucher. Elle fait exactement tout ce qu'elle veut avec ces données. » Même si ces données pourraient servir à la collectivité. Oui, c'est son truc, c'est son bien, la propriété privée au-dessus de tout, c'est à eux. Alors, dans des pays, disons, plus régulés, on commence à voir des méthodes qui de dire, bah non, ces données-là, elles sont d'intérêt général, elles peuvent servir au-delà de l'entreprise qui les a, et donc il faut que d'autres puissent en bénéficier. Alors, évidemment, à condition de réguler ça, c'est-à-dire que, par exemple, la boîte qui a fabriqué ces données, ça lui a coûté de l'argent, il ne faut surtout pas qu'elle ait au plus aucun intérêt à construire ce genre de données, donc la boîte doit être rétribuée, donc il faut payer ces données d'intérêt général, mais elle n'a pas le droit de se les accaparer et de refuser aux autres. Alors là, on rentre dans des problèmes un peu compliqués de régulation, qui sont de dire, oui, mais à quel prix ? Parce que je pourrais dire, oui, ces données, moi je les donne à tout le monde, mais elles coûtent $1 milliard. Non, ça ne coûte pas $1 milliard, je les veux pour 5 centimes. Il faut trouver un mode de fonctionnement où ces données vont être ouvertes aux concurrents, parce qu'elles sont utiles. Et alors, moi j'aime bien l'exemple de l'agriculture, parce que ce n'est pas un exemple qu'on donne tout le temps. En général, on tombe tout le temps sur les mêmes exemples, le transport, les machins comme ça. L'agriculture, vous avez une boîte qui a récupéré des tas d'informations sur l'efficacité, la dangerosité d'un pesticide. Elle fait des tas d'études, elle a pris toute cette connaissance. C'est garder cette connaissance et la refuser à un concurrent, d'une certaine façon,
c'est potentiellement condamner des gens à avoir des maladies graves, voire à mourir à cause de ce produit. Donc ce genre d'informations, de données, on comprend bien ça aussi pour les données médicales, évidemment, elles ont un intérêt au-delà de l'entreprise qui les a récupérées. Et donc, il faut que les autres puissent en bénéficier, moyennant finance. On parle toujours de finance. Là, on n'est plus dans le domaine public. Les données, il faut bien que quelqu'un les paye. D'accord ? Alors, il y a un certain nombre de raisons sociétales pour lesquelles on peut vouloir que des données deviennent d'intérêt général. Si ça permet de faire de l'information des citoyens, conduite des politiques publiques, développement économique, recherche. Donc j'insiste vraiment là-dedans, c'est mise en commun, peut-être moyennant finance. Et puis les sujets, les domaines phares dans ce truc-là, c'est le transport, la santé, en grande partie, aujourd'hui. Alors il y a un domaine qu'on ne considère pas encore comme domaine de données d'intérêt général, mais qui, moi, me paraît être pourtant un bon candidat, c'est le domaine des informations, le domaine des news. D'accord ? Alors, on n'arrête pas de parler des fake news. Les fake news, par définition, elles sont gratuites et elles sont extrêmement virales. Donc vous balancez une fake news, la Terre est plate, et puis ça se propage à la vitesse de la lumière, et il y a de plus en plus de gens qui lisent la Terre est plate, et qu'au minimum se disent « Ah bah oui, mais à l'école on m'a dit qu'elle était ronde ». Peut-être que c'est un questionnement scientifique, on ne sait pas. Les scientifiques ne savent pas encore. Alors, j'aime bien aussi, alors j'utilise le mot anglais pour fake news, mais j'utilise vraie information pour le mot français. Donc les vraies informations, celles qu'on trouve dans les journaux, dans les livres, etc., sont très souvent propriétaires et protégées. Alors il y a des exceptions. Il y a une exception qui est d'ailleurs peut-être un des outils les plus massifs contre les fake news, qui est Wikipédia, mais c'est quand même une exception. La plupart des journaux de presse sont payants, la plupart des livres scientifiques sont payants, et les journaux scientifiques sont payants. Alors, les vraies informations, c'est pourtant l'outil, le seul outil dont on dispose pour détricoter les fake news. Et ça, il est payant quand les fake news sont gratuites. Donc, l'idée qui paraît naturelle, c'est de dire, eh ben, les informations, c'est aussi des données d'intérêt général. Le fait que vous savez que la Terre est ronde, et que vous avez démontré que la Terre est ronde, c'est d'intérêt général. Alors là, ça a été fait il y a très longtemps, c'est passé dans le domaine public, mais il y a des cas où c'est moins évident. D'accord ? Alors, évidemment, encore une fois, là, on est dans le cadre privé, donc c'est évident que vous ne pouvez pas demander à tous les journaux de dire à partir de demain matin, vous devez être gratuit. Non, mais peut-être que dans certains cadres, dans les endroits où ça permet de détricoter les fake news, on devrait trouver d'autres modèles économiques, d'autres techniques qui permettent de rendre ces informations plus visibles, plus gratuites et aussi virales que les fake news. Voilà, alors ça c'est le résumé. Donc je n'ai pas du tout l'intention de dire, en contredisant les intervenants suivants, qu'il faut arrêter de protéger les données personnelles. Donc c'est très bien, on est arrivé en Europe à un niveau de protection qui est raisonnable, on peut aller un peu plus loin, on peut apprendre à s'en servir, parce que implémenter le RGPD, ça va prendre un certain temps. Donc on peut apprendre à faire ça bien, mais il ne faut pas oublier que le but principal des données, c'est quand même de les mettre au service de tous. Alors, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que mes derniers bouquins n'étaient pas sur le stand de la CIF. Évidemment, ce n'est pas le rôle de la CIF de vendre mes bouquins, mais mon rôle, c'est de faire un peu de la pub. Donc ici, il y a le petit dernier, le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame. C'est pas gratuit, mais comme c'est d'intérêt général, si vous m'envoyez un email, je vous envoie l'e-pub ou le PDF, à condition de ne pas le dire à mon éditeur. prénom@non.com. Voilà, merci. Et oui, non, je disais, peut-être dans les gens dans cette salle, c'est pas la peine, mais c'est le bot qui murmure à l'oreille de la vieille dame et pas le beau, comme dit par exemple ma belle-mère. C'est le bot et pas le beau, et c'est des nouvelles de science-fiction avec un peu des essais de décryptage. Merci de votre attention. Oui, on a le temps pour les questions. Qu'est-ce que
Colin. Vas-y. Moi, en fait, le joke de la fin est un vrai sujet. C'est-à-dire que j'étais au ministère en train de défendre la cause des ressources éducatives libres et ouvertes. Et on se rend compte que, bah oui, même chose, on produit, c'est notre métier et compagnie, mais l'effort qui est supplémentaire, qui consiste à écrire un bouquin, d'accord, mais on le perdrait si on arrivait à juste dire, de toute façon, c'est ton métier de le faire. Pour la recherche, ça peut être la même chose. C'est-à-dire l'article scientifique, on sent que c'est notre métier de tous les jours, mais il y a des fois où il y a des efforts supplémentaires qui doivent être faits. Et on n'est pas très clair là-dessus. Donc ce côté, effectivement, pour l'instant, il y a des objets qui sont à la fois dans notre métier et n'y sont pas. Comment on gère sur ça? Je crois qu'il y a beaucoup de questions de modèle économique. Et puis je pense aussi, alors un sujet qui m'est un peu cher, mais qui est cher aussi à d'autres gens dans la salle, c'est qu'il faut que la communauté scientifique, et d'ailleurs je mettrai dans le même tonneau la communauté industrielle, c'est-à-dire les gens, les techniciens, les ingénieurs dans les entreprises, prennent aussi conscience qu'ils ont un rôle sociétal d'expliquer ce qu'ils font. Donc moi je passe pas mal de temps là-dessus parce que j'aime bien, mais je pense que c'est pour les jeunes enseignants ou les jeunes enseignants-chercheurs, ça devrait être plus vu comme une partie de leur travail et plus valorisé. C'est valorisé un petit peu à la marge, mais c'est pas assez valorisé le fait de faire de l'explication, de porter la bonne parole, d'aller expliquer, d'aller démonter des fake news. C'est important. Oui. Merci pour ton côté. Il me semble qu'il y a une chose dont on peut vraiment parler, qui est que avoir des données, c'est bien, sauf que d'exploiter ces données nécessite un certain nombre d'outils, ne serait-ce que, par exemple, si ces données sont dans un format propriétaire, qui n'est pas accessible facilement, ou dans un format peut-être obsolète, pour lequel les outils d'extraction des données n'existent plus. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre la réflexion aux données, mais aussi aux outils qui permettent d'exploiter les données? Alors, dans l'open data, il y a une énorme composante, et probablement aussi dans les données d'intérêt public, il y a une énorme composante d'interopérabilité et de standardisation. D'ailleurs, les Anglais sont un petit peu en avance sur nous, notamment quand ils publient leurs open data, ils publient beaucoup de métadonnées, d'ontologie, de machins comme ça, ce qu'on ne fait pas vraiment en France. Nous, on se contente, dans le pire des cas, de le mettre en PDF, et dans le meilleur des cas, de mettre un vague format... Non, mais tu as complètement raison sur ce côté-là. Oui, il faut que ce soit dans des formats. Quand après, l'autre partie de la question, les outils, donc notamment des outils d'analyse, des outils de calcul, oui, il faut des outils de calcul. Et quand les données deviennent massives, il y a de moins en moins de gens qui arrivent à avoir des outils de calcul qui sont à l'échelle nécessaire. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Oui, enfin, je trouve que parce que ça me plaît, moi j'aime beaucoup aussi ce genre de choses, donc je suis allé explorer un petit peu le site data.gouv.fr. Voilà, il y a des milliers de fichiers Excel dans tous les sens. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces milliers de fichiers? Quand je dis des milliers, c'est peut-être des centaines de milliers de fichiers Excel. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Il faut insister auprès de data.gouv.fr pour que, dont je suis un fan personnellement comme toi, pour que les formats qu'ils utilisent soient des formats plus interopérables. Que dans certains cas, leur faire comprendre que le but, c'est pas juste de dire les données sont ouvertes, c'est que les gens puissent les utiliser, et que si c'est en Excel ou encore Excel, c'est pas le pire, mais si c'est en PDF par exemple, ça sert à rien. Une autre question? Oui. Il y a souvent un souci avec les données d'ailleurs de data.gouv, c'est qu'un certain nombre d'organisations publient des données secondaires et non pas les données primaires, donc des données qui sont déjà agrégées, des tableaux de synthèse qui sont finalement inexploitables puisqu'on n'a pas accès aux données primaires. Alors là, c'est pas toujours simple parce qu'il y a des fois des questions de confidentialité, donc voir Madame Knill ici. T'as pas toujours le droit de publier. Alors je suis d'accord avec toi, quand c'est possible de publier des données primaires, quand c'est pas possible, on est obligé de mettre des données agrégées. Mais normalement, il devrait y avoir la possibilité, sous réserve de NDA et tout ce qu'on veut, pour que les chercheurs puissent accéder aux données primaires. Mais en France, on est très précautionneux sur ces trucs-là. C'est un peu le titre aussi, ouvrez la cage de données. Il faudrait quand même un peu se relâcher et dire que, notamment pour les cadres de recherche, faut peut-être être un peu moins parano et laisser les chercheurs un peu bosser, quoi.
Si tu peux répondre, c'est encore mieux. Mon expérience, par exemple, l'autre jour, je cherchais le nombre de lycées, pour des questions avec le nombre de lycées général écologique. Ça, c'est une donnée agrégée. C'est pas une donnée primaire. Ça m'intéresse d'avoir la liste des lycées avec les données agrégées, c'est pas mal aussi. Ce qui me paraîtrait plus intéressant, c'est d'avoir une sorte de deadline, en fait, qui permet de dire, dans data.gouv.fr, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par cette donnée agrégée, qui est là. Tu vois, ils se chargent, ils connaissent bien le système, l'ensemble du répertoire, ils se chargent de produire la donnée. Alors, un, tu peux écrire à data.gouv.fr, et deux, je pense que si leurs données étaient sous des formats, je ne sais pas moi, XML ou des trucs comme ça, plus standardisés, avec 3 requêtes, tu aurais probablement ce genre d'information, quoi. Mais le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Enfin, il n'est souvent pas. Et encore une fois, c'est pas obligé, parce que par exemple, en Angleterre, les données sont beaucoup plus structurées, et surtout, il y a beaucoup de métadonnées. C'est aussi une question de retrouver les données là-dedans, c'est pas toujours facile. Je crois qu'on passe au suivant. Tu veux que je te présente Tristan ?